Adéu. Endavant, Vicenç i Eva. Hola, em sentiu bé? Sí, oi? Molt bé. Bé, bona tarda. Benvingudes, benvinguts en aquesta sessió de formació inclosa dins el que és el que anomenem els grups de treball en xarxa de Catalunya, que coordina en Miquel Àngel Ruiz des de l'ICE de la UDG, i que esteu desenvolupant-la molts professors i professores tant en l'àmbit d'història com en l'àmbit de llengua i literatura. Bé, la sessió d'avui és una sessió que a més l'hem oberta a aquells altres professors que potser no estan fent el curs, però que estaven interessats també a poder-hi ser i, per tant, doncs, benvingudes i benvinguts. La idea d'aquesta sessió d'avui és fonamentalment fer una sessió de formació en la qual pugueu tenir, en aquest cas, com a formadors, els membres del nostre tribunal, la presidenta, l'Àngels Rodríguez, i la secretària, la Laurence Brol, i la vocal, la Gemma Belluda. De manera que elles puguin doncs, informar d'alguns dels errors Aina, ves allá. alguns dels errors recurrents que han anat detectant en les sessions d'avaluació i que de vegades poden neguitejar doncs, algun professor o algun centre. D'aquesta manera doncs, posem en comú aquests aspectes i ho fem d'una manera directa amb les màximes responsables de tot el tema de coordinació de l'avaluació. Cal tenir en compte, abans de començar, i recordar, sobretot per aquell professorat que sou més novell, que us heu incorporat fa poc o sou nous, que tot el que és el programa Batxibac té com un sistema de control pel que fa a tot el tema de correcció, que té diverses potes, no? Algunes de les quals les enumeraré ara ràpidament. Tenim una pota molt important, que és la formació. La formació en un programa d'excel·lència i en un programa bilateral entre dos estats, com és aquest, resulta fonamental. Per això tenim la inicial i contínua, per a aquelles persones doncs, que us heu incorporat i us podem acollir, però alhora també pugueu repassar i tenir informacions diverses per part dels nostres formadors. Els grups de treball, que els tenim agrupats d'una manera còmoda i senzilla a través d'aquestes sessions, que ens permeten doncs, poder abordar temes diversos, alguns dels quals han estat proposats per vosaltres mateixos o han estat proposats pels serveis territorials o els CISES. I la formació per l'exercici oral, que fem sempre un reforç amb un taller que és prescriptiu per als que us incorporeu ara, perquè tots els professors de llengua i literatura formareu part dels tribunals de l'oral i alguns d'histoire també. Per tant, doncs, fem aquest repàs amb l'Institut Francès de Barcelona en un taller que ja hem anunciat i que coordina la Mireia Ugues des de l'ICE de la UB, així com també la inicial i contínua. Tenim, en aquest sentit, una eina meravellosa que hem anat construint al llarg dels anys, que és el Vademecum, que cada any doncs, és una mica la Bíblia per tot el tema de l'oralitat. Però hi ha altres potes. Tenim també tot un sistema a l'hora de treballar la correcció que ens permet verificar al màxim l'aplicació el que representen les grills d'avaluació, que són comunes per tot l'Estat i que s'adapten a cada comunitat autònoma. Nosaltres, al llarg dels anys, hem anat desenvolupant unes grills que han anat, s'ha de dir clarament, per davant molt sovint d'altres llocs i que, per tant,
en aquests moments hem pogut verificar la seva eficàcia amb el nou currículum competencial. Aquestes grills, després, quan en situació d'examen, intentem també comprovar al màxim el que poden ser aspectes d'aplicació en un examen en concret a través d'una eina que s'anomena Corriger. És a dir, tenim dues persones el dia dels exàmens que estan a Histoire i dues persones a Llengua i Literatura que fan l'examen i fan aquest treball de Corriger que després resulta fonamental en una paraula clau que és l'harmonització. Nosaltres des de fa molts anys fem una reunió d'harmonització de criteris que ens permet i que permet al tribunal compartir amb el conjunt de correctors els corrigers i els elements de les graelles. Per tant, tots aquests elements fan que, juntament amb les reunions d'avaluació, que hi hagi tot un procés de verificació en diversos elements de qualitat que permeten, diguem-ne, donar suport al màxim al nostre sistema i a la tasca que realitzeu. Evidentment que quan vam començar el programa era petit i tot això es podia fer d'una manera una mica casolana i familiar. Actualment som molts i per això és important fer sessions com les d'avui que ens permet d'alguna manera seguir avançant, millorar constantment, etc. Sempre des d'aquest missatge que us donem del fet que el nostre programa té un gran prestigi, que ajudem a les altres comunitats autònomes, que treballem constantment amb el Ministeri i amb les autoritats franceses. Per tant, us s'ha de felicitar per tota la feina que feu en el dia a dia, per tot el treball que representa mantenir aquest alt nivell de qualitat. Bé, no voldria allargar-me massa més, simplement posant l'èmfasi que també el fet que el mateix professorat batxibac sigui per ordre ministerial el que és el mateix corrector de les proves, també ens dona confiança, no ens dona fuites cap a, diguem-ne, correctors externs que representarien una distorsió clarament. Per tant, aquest esforç suplementari que es demana en un moment determinat és clau també per tenir aquesta comunitat batxibac i poder treballar amb aquesta qualitat. Per tant, donar-vos les gràcies per aquesta dedicació i entusiasme, per aquest calendari intensiu que tindrem sobretot el mes de maig-juny i dono la paraula a l'Eva perquè completi i us saludi, la meva companya, que coordinem el programa i estem a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies. Merci beaucoup. Gràcies, Vicenç, i bona tarda a tothom. No cal que completi perquè ja has explicat tu tot el que calia i senzillament donar la benvinguda també i passar la paraula a l'Àngels, no? Li passem la paraula ara. Molt bé. Hola, bona tarda. Seré molt breu perquè sé que el que heu vingut és a fer formació batxibac i no a intervencions institucionals. Jo només volia saludar-vos, recordar-vos que d'acord amb el que especifica cada any la resolució del Departament, el paper que té el president del tribunal és el de supervisar que es compleixen les disposicions i resoldre les incidències que es puguin produir. Però aquí el paper rellevant i, per suposat, el paper formatiu no el tinc jo, sinó que el tenen els altres dos titulars del tribunal, que són la Florence i la Laurence i la Gemma, i per tant és amb elles en les mans de qui quedeu aquesta tarda per fer aquesta sessió de formació, i només aprofito per donar-vos moltíssimes gràcies per tota aquesta implicació i entusiasme que manifesteu cada any amb el batxibac. Que vagi molt bé la sessió d'avui. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Miquel Àngel Ruiz, el nostre coordinador de l'ICE de Girona i Ànima Mater
d'aquesta formació en xarxa. Aprofito per comentar, que he dit això de l'Ànima Mater, també comentar-vos l'alegria que vam tenir de la resposta a la idea de fer una trobada anual de professorat batxibac i així poder-nos trobar físicament un cop a l'any i fer-ho en una sessió formativa però amb un objectiu fonamental de trobada, no? Hem d'agrair moltíssim al Miquel Àngel i als serveis territorials de Girona, tot el professorat gironí, no? L'acollida que vam fer i anunciar-vos que aquest any també la tornarem a fer i estem ja treballant degudament, ja us informarem, per poder-nos trobar, d'acord? Miquel Àngel, endavant. Molt bé. Gràcies. Mira, hem pensat per estructurar aquesta sessió en aquesta... No haureu de moure per res els els professors de literatura a Batxibac, mais ceux d'histoire, je vais organiser des salles et vous devrez vous déplacer. Je vais mettre qu'une salle parce que c'est la manière d'enregistrer la séance principale, celle-là, de littérature. Alors, maintenant, je vais créer la salle et c'est à vous de choisir. Alors, vous devrez entrer. Voilà. Maintenant, je crois qu'ici, il y a quatre cadres ici en bas. Il y a qui s'appelle salle de groupe et vous devrez choisir. Alors, vous pouvez entrer à la salle d'histoire avec Gemma Belluda et ici de littérature avec Madame Roll. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des problèmes ou pas, mais pour y entrer, non? Petit à petit, je vois que tout le monde se distribue. C'est ça? Me hacen entrar en otra sala, este es el problema. Que no era moi, je ne vois pas ce que vous dites. Je ne vois pas les salles, je ne vois rien. Non, pas. Quelle salle, s'il vous plaît? Où sont les salles? Ici, a la barra aquesta aquí, inferior, hi ha seguretat. A la barra de baix? A la barra de baix? No lo Sí, podían hacer directo, de verdad. Obriu aquest quadre, veureu que us sortiran les sales i podreu entrar. I aleshores, jo veig que de mica en mica es van distribuint, Ja n'hi ha... Jo tampoc no veig res de Jo no veig sales. cap sala. Jo no veig cap sala. Sala 1? Désolé, j'arrive pas à le voir. Salle 1? A veure, a baix de tot hi ha 3 punts suspensius, ¿vale? Posa més o més, sí? I allà podeu triar si voleu unir-vos a la sala 1. Si sou d'història us uniu, i si no, no. Ah! A baix... Marina, moltes gràcies. Et buscava per fer... Gràcies, Marina. Unirse a la sala para grupos pequeños. Vale. Aquí. I llavors... Això està ben explicat, home. Has vist? Molt bé. No puedo. Sala 1, unir-se, no? Moltes gràcies. ¿Tú ves que me pueda unir? A vegades som una mica negats, Sala 1, unir-se, no? Vale. Unir-se. Sí. Sí. Ça y est, tout le monde? Jo és que estic des del mòbil i no puc, perquè tinc un ordenador que m'han deixat ara nou i no em funciona, estic intentant des del mòbil i diu que hi ha 3 puntets. Jo entro als 3 puntets i només em diu meeting settings o disconnecting audio. I això no seria ben bé, no? M'escolteu? Sí? Sí, en anglès posa join... Si ho tens en anglès, breakout room. Sí, breakout room. Breakout room. Sí, tinc així, break, no sé què de rooms, i em diu sala 1. Doncs aquí, ja estàs. Join, break... Sí, i llavors sala 1 i entres. A veure...
Vale. Ah. J'ai une question aussi, s'il vous plaît. Oui. Je suis entrée dans le groupe d'histoire. On m'a dit que c'était histoire, donc je suis revenue. Et où suis-je? Où dois-je aller? Parce que moi, quand j'ai essayé de me joindre à un groupe, on m'a donné seulement une option, une possibilité. C'était la salle à où? J'y suis allée et on m'a dit que c'était une salle d'histoire. Oui. La salle 1, c'est d'histoire. Si tu es de littérature, tu dois rester ici. Merci, voilà, merci. Restez ici, restez ici. Merci. Moi aussi. Je retourne là. C'est pas nécessaire, faire rien. Là, en littérature, c'est ici. D'accord, j'avais pas compris, excusez-moi. Non, non. Bon, alors, s'il te plaît, tout le monde est sur place. Alors, Laurent, s'il te plaît, on peut commencer. Oui, j'avais oublié d'activer le micro. Bonjour, bonsoir, bonjour plutôt encore à cette heure-ci à tous. Je crois que ça y est, ça s'est équilibré. Je vois 78 personnes ici, 69 professeurs dans la salle d'histoire. Donc, je pense qu'on est bien répartis chacun à l'endroit qui correspond à sa spécialité. Donc, voilà, je suis ravie de travailler avec vous tous. J'ai vu beaucoup de noms que je connais hein, et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui de nouveau. Donc, l'idée, c'est de revenir sur les erreurs que nous trouvons, que nous avons l'habitude de trouver dans nos copies et que nous retrouvons donc le jour de l'examen dans les copies des candidats et de les lister et de pouvoir un petit peu peut-être même échanger. Donc, j'avoue que pour préparer cette séance, je vais vous présenter une présentation très, très succincte dans quelques minutes. Je me suis appuyée non seulement sur mon travail au quotidien auprès des élèves et de correctrice déjà depuis quelques années de Bachibac, et aussi des remarques que vous avez pu les uns ou les autres envoyer à la suite des examens, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a terminé de corriger tous les examens de Bachibac, on a envie de passer à autre chose, mais vous êtes un certain nombre à faire un petit peu la liste des éléments qu'il faut ne pas oublier pour l'année suivante, la session suivante. Donc, c'est toujours intéressant. Et vous allez sans doute retrouver des éléments que vous m'aviez envoyés, certains ou certaines. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter ce que j'ai préparé, qui est tout à fait… Donc, alors, voyons voir. Ça y est, vous devez voir mon écran. Donc, alors, donc voilà. Donc, je le fais d'une façon très, très classique. Il n'y a rien de bien original dans ce que je vais vous présenter. Et je vais commencer par l'épreuve orale. D'accord ? Excusez-moi de vous interrompre, Laurence. Oui, Louise ? Est-ce qu'on aura accès à cette présentation plus tard? Oui. Merci. Alors là, maintenant, c'est enregistré. Donc, je vais dérouler ma présentation et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi note peut-être de ce que vous pourriez ajouter si jamais il y a des éléments que je n'ai pas introduits et qui sont intéressants à signaler. Et puis, du coup, je modifierai ma présentation avec les éléments qu'on pourrait ajouter de votre part. D'accord? Donc, pour revenir à ça, je vais traiter la question des erreurs récurrentes et donc des conseils à donner aux professeurs et futurs correcteurs pour préparer au mieux nos élèves, nos futurs candidats à partir des différentes épreuves. Et j'ai choisi de commencer par l'épreuve orale. Donc, lorsque nous faisons passer des oraux, nous avons un certain nombre d'erreurs de la part des candidats qui reviennent et nous en tirons donc la conclusion, souvent quand nous avons le même groupe d'élèves qui commettent la même erreur, c'est que ces élèves ont été orientés
vers une méthodologie qui n'est pas la méthodologie exacte. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être tous sur la même ligne pour préparer nos élèves. D'accord? Donc, vous savez que l'épreuve orale se divise en deux parties pour le candidat, le monologue et ensuite le dialogue. Donc, le monologue qu'il prépare pendant 20 minutes et qu'il va présenter ensuite pendant 7 à 10 minutes. Donc, que trouvons-nous comme maladresse chez nos candidats? Eh bien, nous avons des candidats qui commencent par résumer l'article. Il s'agit souvent d'un article. Il faut un résumé de l'article. Donc, dites bien à vos élèves, hein, et ça, c'est ce que nous faisons aussi lorsque nous sommes examinateurs de l'épreuve orale, il ne s'agit pas de résumer le texte. Donc, on ne demande pas aux élèves de commencer leur préparation, leur présentation par le résumé de texte. De même que souvent, le document est constitué d'un petit texte et d'un document iconographique. Ça peut être même un graphique, une photo, une image. Le candidat peut y faire allusion, mais il ne s'agit absolument pas de s'attarder à commenter le document iconographique. Je dois dire que ça nous arrive peu souvent, mais ça arrive que le candidat s'attarde sur ce document iconographique. Donc, il ne s'agit pas de cela. Qu'est-ce que nous retrouvons également? Eh bien, des candidats qui ont tendance à reprendre les phrases du texte et à s'en servir, mais vraiment à s'en emparer. Et donc, le candidat peut citer le texte, et de même qu'à l'écrit, il met des guillemets. Si à l'oral, il cite le texte, eh bien, il fait référence au texte en disant que le journaliste ou la journaliste s'intéresse à ou souligne que, et donc on peut sortir une phrase du texte, mais il ne s'agit pas de reprendre telles quelles les phrases du texte. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le candidat a réussi à identifier le thème à traiter et a pu ensuite traiter une question, une problématique. De même que à l'écrit, hein, quand ils font un essai, ils ont une introduction qui est très, très méthodique. À l'oral, c'est pareil. Donc, l'introduction de l'épreuve orale est à soigner autant qu'une introduction à l'écrit, et une introduction en 3 parties. Donc, contextualiser, une amorce, en présentant le document d'une façon très, très succincte, en définissant le thème. Ensuite, poser la question à laquelle le candidat va répondre et déjà annoncer le plan. Hein, à l'oral, le candidat annonce le plan. Alors, si jamais le candidat n'annonçait pas son plan et qu'ensuite il avance dans son développement, il n'est pas pénalisé si tout est très bien structuré et que c'est une démonstration qui est pertinente. Mais c'est vrai que pour nous, examinateurs, d'avoir des candidats qui nous disent que dans un premier temps, dans un second temps, d'abord, ensuite, enfin, ils vont traiter la question de telle en 2 ou 3 parties, ça nous permet de suivre le fil, hein, de leur monologue. Et étant donné qu'on fait passer quand même pas mal d'oraux les uns à la suite des autres, bah, c'est toujours appréciable. Et pour le candidat aussi, ça l'aide à structurer sa partie. Ça, c'est une erreur que nous pouvons trouver chez les uns ou les autres, une introduction peu rigoureuse. Sala 1. Alors. Tengo que ir a la sala 1. Donc, je continue. Si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Parce que là, je crois que, voilà, il y a des professeurs d'histoire qui sont connectés. Donc, parfois, nous avons des candidats qui, s'il vous plaît, pouvez-vous couper vos micros? Merci. Donc, nous avons parfois des candidats qui lisent leur prise de notes.
Donc, ça n'arrive pas... Tengo los cascos. Algú pot tancar els micros, si us plau, perquè no se sent bé? No sé si el Miquel Àngel ho pot fer. Gràcies. Bien, merci. Donc, nous avons parfois des candidats qui ont tendance à lire leur préparation s'ils ont rédigé un texte. Alors, en 20 minutes, ils n'ont pas le temps de rédiger tout leur monologue, mais bon, on en a quand même qui vont très très vite et qui quand même réussissent à rédiger pas mal. Et ensuite, eh bien, ils s'accrochent au texte, ils le lisent et ça, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Donc, s'il y a un conseil à leur donner, c'est rédiger peut-être la première phrase simplement pour gagner en assurance, parce que c'est vrai que le fait de commencer l'oral, pour eux, c'est très stressant. Et s'ils ont rédigé une première phrase, ils s'accrochent à cette première phrase et puis ensuite, ils déroulent leur monologue, leurs idées, et ça se passe bien. Hein. Une autre erreur que nous pouvons remarquer chez nos candidats, c'est l'absence ou le manque de connecteurs. Donc, le choix des connecteurs est important. Veillez à ne pas les répéter. Et un des conseils que nous pouvons leur donner, c'est d'avoir sur leur feuille de préparation quelques connecteurs à utiliser. Comme ça, quand ils jettent un coup d'œil sur leur feuille, ils ont apporté de vue les connecteurs et ça les aide à structurer leur travail. De même que les connecteurs, il y a un autre élément qui est important, qui est donc l'expression d'un point de vue personnel. Donc, ils doivent donner leur avis sur une question, sur un thème. Personnellement, je demande à mes élèves de faire la même chose, de mettre sur leur feuille de préparation, quelques expressions, à mon avis, pour moi, selon moi, en ce qui me concerne, bon, vous les connaissez, et de les avoir aussi sur la feuille, parce que sinon, ensuite, ils oublient de les utiliser. Donc, ils vont un petit peu, en consultant leurs documents de préparation, penser à les utiliser. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont ensuite évalués dans la grille, puisqu'il y a la question du discours cohérent, bien structuré, l'expression d'un point de vue personnel. Donc, c'est important qu'ils aient tous ces éléments. Est-ce qu'on peut avoir un discours structuré même sans connecteur? Oui. Mais la plupart d'entre eux réussissent mieux à structurer leur discours s'ils ont des connecteurs. Et l'expression de l'opinion, c'est la même chose. Un autre élément que j'ai noté, que je constate au fur et à mesure des sessions, c'est les fameuses questions qui sont situées, vous savez, sous le texte. Le candidat a à sa disposition 4, 5 questions, ça dépend. Et ces questions, parfois, on peut entrevoir une structure, même un plan presque dans ces questions, et parfois pas du tout. En tous les cas, ce qu'il faut éviter, c'est de suivre les questions telles qu'elles sont posées. Ces questions sont là pour aider les candidats, mais ne sont en aucun cas des questions auxquelles il faut répondre obligatoirement. Ces questions-là sont là pour un petit peu comme une perche tendue et pour ensuite pouvoir commencer leur démonstration, le traitement du sujet. Et c'est vrai qu'on a parfois des candidats qui tiennent à répondre à toutes les questions et qui n'ont pas de réponse à apporter à toutes les questions et ça les met en difficulté. On pourrait même envisager un candidat qui ne répondrait à aucune des questions posées et qui pourrait traiter le sujet d'une façon très, très personnelle sans répondre aux questions qui se trouvent au-dessous du document. Alors, un autre élément, c'est... Alors, attendez, parce que là, j'ai... Un autre élément, ce sont les exemples. Donc, il faut apporter des idées, des arguments qu'il faut illustrer par des exemples précis, éviter les généralités.
et alors bon, là j'ai mis ça de cette façon parce que régulièrement, tous les ans, il y a des élèves qui donnent des exemples sur voilà, moi, mon cousin, ma sœur, ma grand-mère. Et bon, alors si dans le monologue, il y a une référence, j'ai mis la famille, mais ça pourrait être les amis ou les proches, on va dire. Bon, ce n'est pas très grave, mais sinon, ça perd un peu en crédibilité. Donc, qu'ils essaient de trouver des exemples qui peuvent être tirés de leur expérience personnelle ou pas, mais éviter des exemples dont on voit qu'ils sont voilà, inventés hein, pour le besoin de l'exercice. Un autre élément qui me semble important, c'est à eux de conclure et rien de mieux que d'utiliser une expression tout à fait classique hein, pour conclure en conclusion, parce que nous avons parfois des candidats qui ne mettent pas fin à leur monologue. C'est vrai que ça arrive peu, mais ça arrive, qui ne s'arrêtent pas. Or, nous avons comme consigne de ne pas interrompre le candidat. Donc, bon, évidemment, hein, s'il dépasse les 10 minutes, 12 minutes, etc., on va l'interrompre, mais la consigne que nous avons en tant qu'examinateur, c'est de ne pas interrompre le candidat. Donc, c'est important de bien marquer la fin du monologue. Et évidemment, eh bien, il faut qu'ils gèrent correctement leur temps. Hein, donc, en s'entraînant, ils apprennent à gérer ces 7-10 minutes de monologue, mais bon, c'est quelque chose qui peut aussi les mettre en difficulté. Et nous avons tous connu fait l'expérience de candidats qui étaient extrêmement stressés par cette question du temps et qui, voyant qu'ils n'allaient pas tenir hein, les 7 minutes, finissent par, bon, pas dire n'importe quoi, mais par répéter, par réduire le débit de leur monologue. Enfin, manifestement, ils sont plus préoccupés par cette question du temps parce qu'ils savent qu'ils vont être pénalisés que par ce qu'ils sont en train de dire. Donc, la gestion du temps, c'est quelque chose qui est important. Voilà, en ce qui concerne le monologue, je vais passer maintenant au... Je peux poser une question? On peut poser une question? Oui, j'allais justement vous le dire. Pardon, excusez-moi. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que avant de passer à l'épreuve ou la partie de l'épreuve suivante, je pense que c'est intéressant que vous puissiez effectivement apporter un complément par des erreurs récurrentes que je n'aurais pas signalées ou poser des questions, bien entendu. Donc, pas de problème, on peut y aller. Je voulais vous demander le temps, comment on l'évalue? C'est-à-dire si un étudiant, si un candidat parle seulement 5 minutes, comment on pénalise? Il est pénalisé dans la grille. Il y a une indication qui est donnée. Il est pénalisé. Mais c'est juste une toute petite partie de la note, donc si je comprends bien, c'est pas une grosse pénalisation. Il est pénalisé dans 2 critères, il me semble. Et ça, tout ça, on vous l'explique quand on vous explique le déroulement de l'épreuve en soi. D'accord. D'accord, merci. Oui, ils sont pénalisés s'ils ne tiennent pas les 7 minutes. C'est sûr, mais ils sont davantage pénalisés s'ils disent n'importe quoi pour tenir 10 minutes. Enfin, je veux dire, c'est mieux de faire un oral court et bien fait, non? J'imagine. Enfin, je connais pas assez bien la grille d'évaluation à ce niveau-là. Oui, bien sûr, mais ils sont quand même, ils ont quand même une pénalité. Il faut qu'ils arrivent aux 7 minutes. Aux 7 minutes, d'accord. Ouais, aux 7 minutes. D'accord. Parce qu'il y a un petit changement sur la durée de ce monologue et finalement on en est resté à parler 7 minutes minimum. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, une question. Oui. Oui. En ce qui concerne le regard sur la famille, ça dépend aussi du thème du texte, parce que parfois il y a des thèmes comme les portables, les écrans, etc. Alors, je crois qu'ils sont obligés un peu d'expliquer ce qui se passe dans leur famille. La sœur, les parents, lui-même ou elle-même. Je sais pas, c'est un peu difficile.
Oui, tout à fait. Non, mais là, je suis bien d'accord. La seule raison pour laquelle j'ai fait cette remarque, c'est parce que je me suis rendu compte qu'au fil des années, il y a des candidats qui, sur tout le monologue, quel que soit le sujet, vont absolument donner comme exemple bien le grand-père ou voilà, c'est simplement pour cette raison, mais bien entendu que certains thèmes autorisent il y a des références effectivement aux proches qui sont tout à fait pertinentes, hein, bien entendu. Tout à fait. Bon après-midi à tout le monde. Moi aussi, j'ai une autre question. Oui. Si j'ai bien compris, la structure pour l'introduction ressemblerait pas mal à l'introduction pour l'essai. Est-ce que pour le développement et pour la conclusion, on pourrait même utiliser la même structure pour les structures leur dialogue? Alors, dans le monologue, c'est-à-dire qu'ils ont à répondre à une problématique et donc à avancer des arguments illustrés par des exemples et pour exprimer leur opinion personnelle sur le sujet et répondre à la question, la problématique qu'ils ont posée. Donc, on est sur les mêmes conseils que pour tout type de discours argumentatif. Merci. Alors, comme je ne vous vois pas et que je vois juste ma présentation, je continue sur le dialogue. Oui. Donc, en ce qui concerne le dialogue, la principale maladresse, parce que bon, ce n'est pas véritablement une erreur ici, que j'ai pu constater chez les candidats, c'est que l'examinateur pose une question et le candidat répond en reprenant une idée qu'il a déjà avancée dans le monologue. Et souvent, il commence en disant « comme je l'ai déjà dit » ou « comme je l'ai dit avant », et il nous redonne la même idée. Alors là, soit c'est parce que nous, en tant qu'examinateurs, nous avons posé la question d'une façon qui n'est pas la bonne, parce que ce que nous attendons, c'est un complément d'information, une nuance. Donc, à ce moment-là, il faut reformuler de notre part. Si le candidat répète une idée ou un élément qu'il a déjà avancé dans le monologue, mais après la reformulation, ce qu'on attend, c'est d'avoir un enrichissement de cette idée ou de revenir sur cette idée, de nuancer. Donc, comme je l'ai dit précédemment, d'ailleurs, le mot est utilisé dans la grille, nuancer ses commentaires. Et c'est vrai que parfois, les candidats ont tendance à reprendre ce qu'ils ont déjà avancé dans le monologue. Et c'est assez difficile de les faire avancer. Bon, le mieux en tant qu'examinateur, c'est de passer à une autre question, mais voilà, le candidat n'aura pas su répondre à la première ou la deuxième question que nous lui aurons posée. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le dialogue. L'autre élément dans le dialogue, c'est qu'il y a des candidats qui n'osent pas demander de reformuler une question. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas compris un mot utilisé par l'examinateur. Donc, ils répondent à la question sans l'avoir véritablement comprise. Donc, il y a quand même un fort risque de répondre à côté du sujet. Et ils peuvent tout à fait demander à reformuler une question. Voilà, je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pourriez la reformuler ou je n'ai pas compris la signification de ce mot. Ça ne les met pas ensuite, ça ne leur fait pas baisser leurs notes si ils n'ont pas compris un mot. Et toujours dans le dialogue, nous avons aussi parfois une difficulté avec des candidats qui apportent des réponses très, très courtes. Alors, ce n'est pas oui ou non, quand même, parce que là, ce serait exagéré, mais ils apportent des éléments de réponse qui sont extrêmement courts, ce qui fait qu'ils nous obligent à poser plus de questions
Or, c'est à eux de parler et pas à nous. Hein, ça, c'est bien expliqué aussi dans le vademecum qu'on présente aux examinateurs. Ce n'est pas à l'examinateur de parler, c'est au candidat, parce que ce n'est pas l'examinateur qui est évalué, mais le candidat. Et ça nous met vraiment en difficulté quand on a des candidats qui ne développent pas leur réponse. Si c'est une réponse, ben ça va, c'est pas très grave. Mais si après chaque question, nous n'avons qu'une bribe de réponse, c'est même très, très inconfortable et c'est stressant à la fois pour le candidat et aussi pour l'examinateur. Et finalement, un écueil à éviter pour les candidats et en particulier les candidats francophones, c'est les familiarités. Donc, la question du registre, il s'agit d'un examen et ils doivent s'exprimer dans un registre de langue courant. Il ne s'agit pas de parler comme dans un roman du 19e siècle, mais éviter les familiarités. Or, nous avons là aussi tous des expériences avec des candidats qui s'autorisent certaines expressions qu'ils utilisent à la maison parce qu'ils ont un registre de langue différent de celui des élèves qui apprennent le français à l'école. Et ça, il faut vraiment les mettre en garde parce qu'après, ils ne comprennent pas parfois pourquoi ils ont été pénalisés sur ce critère, mais ils doivent garder les formes et employer un vocabulaire, des expressions, des tournures idiomatiques qui ne soient pas des tournures familières. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant le dialogue? Des questions ou des éléments que vous-même vous souhaiteriez que j'ajoute parce que vous avez eu des expériences de répétition d'erreurs ou de maladresse de la part des candidats? Oui, Marina? Et bonjour. Je voudrais demander combien de questions devrait poser le jury? Bah, en fait, il n'y a pas de nombre de questions parce qu'on est sur un dialogue qui dure entre 8-10 minutes. Donc, on tient toujours moins parce qu'on garde toujours une petite marge pour pouvoir se concerter juste après chaque candidat et un petit peu, même au crayon, mettre un petit peu les notes dans chacun des critères. Donc, moi, ça peut aller de 3 à 5, 6, 7 questions. Ça dépend de la réponse du candidat. Mais là, il n'y a pas véritablement de réponse exacte et toujours pareille. C'est que, je comprends, mais c'est que j'ai eu parfois des élèves qui ont été déçus en sortant de l'épreuve en disant j'ai eu qu'une question ou 2 questions. Moi, je trouve que pour 10 minutes, en 2 questions, c'est peu. Ça veut dire qu'ils ont répondu en développant beaucoup leurs réponses? Je ne sais pas, parfois ils sont sortis avant et je n'ai pas trop bien compris. Mais peut-être qu'il faudrait préciser combien si c'est entre 4 ou 6, c'est pas 2 ou 3, je ne sais pas. Ça dépend, ce que je disais précédemment, ça dépend comme c'est une question de temps, le monologue, c'est véritablement, il y a bien une méthodologie parce que, bon, c'est l'élève le candidat qui le prépare. Le dialogue, en fait, on rebondit sur ce que le candidat va dire. Donc, après, ces élèves-là, ils ont pas forcément, ces candidats-là, ils peuvent avoir une excellente note, même si ils ne sont pas restés les 10 minutes ou même s'ils ont eu que deux questions. Hein. D'accord, merci. Je t'en prie. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais je ne vois pas. Oui, Laurent, c'est moi, Monse Chauffret. Bonjour, Monse. Bonjour. Je retourne au monologue. Si le candidat excède les 10 minutes, il sera pénalisé. On n'a rien qui nous l'indique. Mais ouais, on n'a rien qui nous l'indique. Mais alors, moi, pour l'avoir vécu 2 fois, j'attends pas 13 minutes. Hein. À 11 minutes, je demande au candidat je lui dis que voilà, qu'il serait bon de conclure.
Parce que sinon, on empiète sur le dialogue. Et c'est quand même 2 points, le dialogue aussi. Donc, mais dans la grille, il n'y a pas de... Jusqu'à présent, on n'a rien eu qui nous dise quoi que ce soit concernant l'excès de temps sur le monologue. Donc, on lui demande de terminer et en principe, si c'est plus ou moins bien structuré, il n'est pas pénalisé. Si ce n'est pas bien structuré, les critères de la première partie peut-être... Oui. Oui, c'est-à-dire que si on en est à la 11e minute, on l'invite à conclure et qu'il n'a pas eu le temps de finir son développement, qu'il n'y a pas de conclusion, bah, bien entendu qu'il va être pénalisé sur au moins deux critères, quoi. C'est sûr. Merci. Donc, je t'en prie. Donc, d'où l'intérêt de leur demander de réaliser des oraux blancs, de faire des oraux blancs et de leur demander de se préparer, mais même individuellement seul et de s'enregistrer parce que c'est vrai que c'est chronophage, on ne peut pas préparer tous les élèves 50 000 fois. Donc, le monologue, ils peuvent très bien, même si ce n'est pas exactement les conditions de l'examen, au moins pour ce qui est de la longueur de l'épreuve, de cette partie de l'épreuve, ça leur permet quand même d'acquérir une certaine... ils se rendent compte de ce que ça représente que de parler 7-10 minutes, parce que ce n'est pas si évident que ça quand on le fait pour la première fois, de bien s'évaluer, de bien savoir combien de temps on va prendre pour avancer un certain nombre d'idées. Merci. Voilà. Donc, je vais... Alors, la question de la langue, qui est donc, vous savez, une question d'indicateur commun. Nous avons une partie qui concerne à la fois le monologue et le dialogue, dans laquelle nous évaluons la langue. Donc, un élément que nous retrouvons, je pense, dans les oraux, c'est beaucoup de répétitions. Et donc, de répétitions d'idées qui sont des répétitions finalement de mots ou d'expressions. Un manque de richesse de vocabulaire et beaucoup de répétitions. Ça, c'est quelque chose que j'avais noté. Bon, donc, toujours en relation avec l'histoire du temps, bon, bah, on a tous eu des candidats dont on voit qu'ils sont en train de étirer leur monologue pour réussir à tenir les 7 minutes. Donc, on voit bien si c'est on se rend compte s'il s'agit d'un élève qui a un débit qui est plutôt posé et lent ou quelqu'un qui est exagérément lent dans l'expression de ses idées pour tenir le temps. Et alors, aussi, quelque chose qui me semble important, c'est des erreurs de langue qui démontrent un niveau inférieur au niveau B2. Voilà, donc ça, il faut bien avoir en tête les descripteurs et ce qu'on attend d'un élève en niveau B2 d'un point de vue de la langue, parce que nous avons parfois des candidats qui n'ont pas le niveau de langue et qui sont vraiment mis en difficulté, qui ne savent pas conjuguer les verbes au présent, qui commettent des erreurs sur des prépositions qui sont un emploi relativement simple de la préposition. Quand je dis simple, c'est devant un nom de ville ou de pays, par exemple. Ce genre de choses. La conjugaison des verbes au présent, normalement, c'est le temps de base. Des erreurs également. Dans la prononciation de la fin des verbes en ENT, où on entend le ent là ou ent à la fin du verbe. Et il y a des élèves qui sont en Machibac et qui n'ont pas le niveau de langue requis pour pouvoir bien s'en sortir. Donc ça aussi, c'est quelque chose ça dépend des années. Parfois, on en a plus ou moins. Mais on peut avoir des erreurs de langue qui sont manifestement des erreurs
d'élèves qui n'ont pas le niveau en langue et donc ils sont en difficulté. Ensuite, vous avez, et là je ne les ai pas mises, hein, mais toujours les mêmes types d'erreurs que nous retrouvons, les hispanismes, des erreurs sur la syntaxe aussi, qui peuvent être considérées aussi comme des hispanismes, des erreurs sur le genre des mots féminins et masculins, des choses qui ont été déjà évoquées dans d'autres formations et que nous retrouvons. Alors, pour l'oral, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vais passer à la partie des questions, donc la première partie de l'épreuve écrite. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Oui, Fanny? Oui, désolée, la caméra ne marche pas. C'est vrai qu'il y a des erreurs infra B2, mais on a aussi, je dirais, des évaluateurs qui cherchent des niveaux bien au-dessus du B2. Moi, j'ai eu des élèves qui ont eu le B2 la même année, qui ont une bonne note à l'oral la même année et qui n'ont pas eu la moyenne à l'oral. Alors, ça peut arriver, un mauvais examen, mais faut faire attention aussi de l'autre côté, je crois, des fois. Tout à fait. Hein, il y a les deux. Il y en a qui n'ont vraiment pas le niveau, ça c'est vrai, qui font des erreurs de base. Et il y en a d'autres qui font des erreurs, mais qui globalement sont niveau B2. Et parfois, on peut avoir tendance à se fixer que sur l'erreur. Et à niveau B2, c'est pas un élève parfait quand même aux langues. Non, non, bien sûr. Tu as tout à fait raison de le signaler. D'ailleurs, je l'ajouterai sur cette présentation. Nous avons aussi effectivement des élèves qui ont un niveau qui est supérieur au niveau B2. Là, moi, si vous voulez, pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce que j'ai trouvé que ces dernières années, j'ai fait passer des oraux à des élèves où vraiment je me suis dit, ils sont en bachibak, mais ils n'ont pas le niveau pour être en bachibak. Donc, eux, on les a admis en bachibak, ils ont fait leur chemin, mais bon, ils n'ont manifestement pas le niveau. Et peut-être que je l'ai trouvé, ça a été plus fréquent dans ces dernières années que dans d'autres années précédentes. Mais il y a aussi des élèves qui, effectivement, ont un excellent niveau de langue, hein, très, très bon niveau de langue. Et qui, après, c'est vrai que parfois, quand on leur pose la question dans le dialogue, ça dépend même du thème, mais on peut arriver à la question de comment ils ont appris le français, etc. C'est assez bluffant de voir comment certains élèves, en peu de temps, réussissent à acquérir un niveau de langue extrêmement bon, hein, vraiment bon. Je l'ajouterai. Oui, je vous écoute. Il y a 2 personnes qui lèvent la main. Je ne sais pas de qui il s'agit parce que moi, je ne vois que mon écran. Donc, allez-y. Fabienne? Oui, moi je voulais rajouter là, c'est vrai que le niveau de langue est préoccupant avec les générations qui sont en train d'arriver maintenant, le niveau baisse. Mais il y a aussi, je crois qu'on en avait parlé l'an dernier, de la difficulté à argumenter. La difficulté à argumenter et à mettre une note, à arriver à évaluer l'intérêt de l'argumentation. La difficulté, tu disais tout à l'heure, quand tu faisais l'épreuve de l'écrit, qu'il y avait du monologue, qu'il y avait en effet il fallait pas qu'il reparle du texte. C'était presque une mission impossible. Qui ne reparle pas du texte, moi, j'ai du mal en travaillant, il repasse 2-3 minutes sur le texte. Donc, je pense que c'est juste parce qu'ils n'ont pas confiance, quoi. Ils ne savent pas, donc moins ils ont confiance en leur façon de penser ou en la possibilité d'une argumentation, plus ils s'appuient sur le texte. Donc, d'un côté, il y a le niveau de langue, et c'est vrai qu'il y a de très bons élèves, hein. Mais souvent, les très bons élèves, justement, ils savent argumenter, et ça va un petit peu ensemble. Oui, ça va de pair. Ouais. Alors, tu as raison. Ça, je le reprends après pour justement pour la rédaction et les arguments.
Mais c'est vrai que alors ça, ce serait dans le monologue, effectivement. On peut avoir des élèves qui n'avancent pas d'arguments véritablement ou dont les arguments ne sont pas pertinents. Moi, je pense que c'est plus difficile pour eux à l'oral parce que franchement, 20 minutes pour préparer cette épreuve, c'est pas simple, quoi. 20 minutes, c'est vite passé. Il faut tout de suite mobiliser ses idées, trouver des exemples. C'est pas si simple que ça. Et tout dépend parfois du sujet sur lequel il tombe, parce que c'est vrai que faut reconnaître qu'il y a certains sujets dont le thème a été travaillé déjà, donc ils ont des idées déjà qu'ils ont avancées sur un autre document et c'est plus facile pour eux. Mais bon, on a parfois eu des textes où il faut avouer que pour trouver des arguments, c'est pas si simple que ça. Et ça, c'est sûr, tu as raison, que moins ils ont d'arguments, plus ils se retournent sur le texte. Et ça, c'est pénalisé dans la première partie, dans la partie du monologue. Et je crois qu'avant Fabienne, il y avait 2 personnes qui avaient levé la main, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Si vous voulez prendre la parole. Non? Alors, je vais poursuivre. Donc, maintenant, je passe à la partie. Alors, bon, tout s'est affiché en même temps. Donc, la première partie, la partie des questions. On est bien d'accord, on a 3 questions. Donc, nous avons le problème. Donc, c'est des réponses qui doivent être 70 mots plus ou moins, 20%. Des réponses qui parfois sont très, très incomplètes, très simples. Et du coup, on ne sait pas trop comment les noter parce que c'est très, très… Il n'y a pas matière véritablement à pouvoir évaluer. Il y a très peu d'éléments qui permettent de voir si l'élève a bien compris le texte, s'il a bien analysé. Et souvent, le problème, c'est que ça se répète, quoi. C'est dans la première, la deuxième, la troisième, et on a des réponses qui sont très, 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 très simples. Qu'est-ce qui pose problème aussi dans les questions? L'introduction des citations. Donc, bon, les citations, on ne les compte pas, mais autant dans l'essai, ils arrivent plus ou moins bien à introduire les citations. Dans les questions, pour justifier, il nous plaque les citations, il les recopie comme ça. Il y en a même qui les disposent sous forme de liste et c'est très, très maladroit. Donc, ça, l'introduction des citations, donc tout simplement, voilà, ainsi, un adverbe, les 2 points, un point-virgule, et toujours entre guillemets. Mais ça, c'est un problème que j'ai trouvé. Le recours au paratexte. Alors, quand je dis paratexte, c'est souvent les petites lignes là d'introduction au texte qui ne sont pas le texte. Donc, normalement, le candidat n'a pas à citer cette partie du texte ou à se servir de l'information qu'il a dans cette partie du paratexte. Donc ça, il y a des élèves qui ne le savent pas parce qu'ils citent cette partie du paratexte. Qu'est-ce qu'on a encore? De la paraphrase. Voilà, les candidats qui reprennent les expressions, qui répètent en fait, et avec leurs mots le texte. Donc là, c'est pareil, on n'est pas dans l'expression d'une idée, mais on est dans la reprise d'expression du texte. Des réponses mal structurées aussi, parce que ce n'est pas un exercice facile, c'est assez court, il faut malgré ça que la réponse soit bien structurée. L'expression du point de vue. Parfois, dans la question, il y a des parties qui disent que pensez-vous d'eux? Donc là, il y a l'expression du point de vue.
L'emploi de la première personne du singulier. Bon, préférer l'expression le lecteur, ça c'est des choses, les niveaux de langue en plus, le nombre de mots. Et j'ai oublié, mais je l'avais mis et je vais le rajouter. Parfois, en fait, on dit la question 1, elle est composée de 2, voire de 3 questions. Et le candidat ne répond qu'à une ou deux des questions. Donc, il est forcément pénalisé parce qu'il manque un élément de réponse. Donc, la réponse, en fait, elle peut être synthétique. Il n'y a pas à répondre aux 3 questions les unes à la suite des autres, mais il faut qu'on ait les éléments de réponse à tous les éléments de questions. Et ils lisent rapidement les questions, du coup, ils ne répondent qu'à une partie de cette question. Ça, c'est quelque chose qu'on recommande souvent quand on est dans la séance d'harmonisation et d'évaluation de candidats qui perdent des points parce qu'en fait, ils ne répondent pas à l'ensemble de la question. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur les questions? Ce n'est pas la partie la plus simple, hein? Oui? Et Laurence, pardon, par exemple, si la question a 2 questions ou 3 et ils répondent à l'aide d'un point à la ligne, hein, première question, une phrase ou une phrase et demie, deuxième question, une autre phrase, ça, on pénalise ou comment? Bah, oui, c'est pénalisé parce qu'en fait, il y a, je reprends les grilles, il y a un critère où il est question de maturité, capacité d'analyse, de synthèse. Donc, on pénalise quelque part, ou dans le critère 2 ou dans le critère 3. Évidemment, dans la synthèse, non? Ça serait peut-être. Oui, parce que bon, il faut quand même que cette réponse, elle soit bien ramassée, que ce ne soit pas comme ça une succession d'éléments de réponse. Oui, ok. Après, ce qu'il faut aussi, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici, mais bon, ça c'est quelque chose dont nous parlons aussi lorsque nous sommes en commission d'harmonisation. Qu'est-ce qu'on fait de la prise de risque du candidat? Parce que c'est vrai qu'il y a des candidats qui prennent des risques et qui voilà, vont du coup peut-être commettre une maladresse dans l'expression, mais que derrière, il y a une prise de risque et je pense qu'il faut en tenir compte. Et ça, en fait, on en parle ensemble après quand on harmonise ou quand on corrige, qu'on se concerte, de savoir comment on pénalise un candidat dont on voit que véritablement, quand même, il a pris des risques et que c'est quand même intéressant. Oui. Ok, merci. Parce que sinon, le candidat aussi, il peut voilà, faire son petit chemin très tranquillement, sans aller chercher un petit peu la complexité. Et on ne sait pas ce qu'on attend non plus d'eux. Mais bon, c'est sûr qu'ils cherchent à être rassurés et à s'en tenir à ce qu'ils savent faire. Alors, pour les questions, c'est bon. Je passe à la deuxième partie de cette première partie, la deuxième partie de cette première partie, qui est donc la rédaction. Donc, la rédaction. Alors là, on a ce que tu disais, Fabienne, dans l'oral, qui sont des arguments qui ne sont pas pertinents et des lieux communs. Donc voilà, des idées qui sont très banales. Donc, en soi, c'est vrai que, bon, on n'attend pas non plus d'avoir une dissertation, c'est pas ça. Mais quand même, qui se creusent un petit peu la tête et qui essaient d'apporter des éléments de réponse, des idées qui montrent un certain intérêt et qui marquent un certain degré de réflexion. Donc, or, sur certains sujets, on a quand même vraiment le défilé là, des idées communes, banales, comme ça, dans tout le développement. Et ça enlève de la qualité à la rédaction. Ensuite,
toujours sur la question des arguments, la confusion argument-exemple. Donc, ils ne fondent leur argumentation que sur des exemples. Donc, ils ne sont, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc, du coup, ils mettent comme 2 exemples, si vous voulez. Au lieu de l'argument, ils ont un exemple et ils ont un autre exemple qui vient illustrer le premier exemple. Et ça, c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Et même en le pratiquant, c'est pas toujours simple. Bon, j'ai oublié une parenthèse. La mise en page. Donc, évidemment, la mise en page importante dans toutes les parties des épreuves écrites. Et ça, c'est un élément qui m'avait été envoyé à la suite d'une session 2022, je crois. Certains élèves vont à la ligne après chaque phrase. Bon, là, c'est peut-être un peu exagéré de dire après chaque phrase, mais vraiment une phrase et demie, 2 phrases, et ils vont à la ligne. Et on a comme ça une suite de paragraphes qui n'en sont pas et qui ne contribuent pas à donner une structure cohérente à la rédaction. Donc ça aussi, il faut, quand ils le travaillent en classe, c'est très visible ça. Hein. Donc, ils peuvent quand même relativement facilement remédier à ce genre d'erreur. Une maladresse, ils répondent déjà dans l'introduction à la problématique. C'est-à-dire qu'ils posent la question, ils répondent à la question dans l'introduction. Il y en a même, et ça j'ai mis ça pour l'essai, mais pour la rédaction c'est vrai aussi, qui annoncent dans l'introduction qu'ils vont conclure. Donc, ils annoncent la conclusion. Donc, la conclusion ne s'annonce pas. Alors, normalement, dans la rédaction, nous nous mettons d'accord et nous disons qu'il n'y a pas la nécessité d'annoncer le plan. Si un candidat annonce le plan, il n'est pas pénalisé, mais comme on est quand même sur une longueur relativement peu... c'est pas très long, 250 mots, donc voilà, on s'était mis d'accord, on n'est pas obligé d'annoncer le plan. S'il y en a qui le font, en tous les cas, et ça j'ai repris donc dans l'essai, on n'annonce jamais une conclusion dans l'introduction. C'est évident que la conclusion arrivera après le développement. Dans la rédaction, le choix du pronom personnel. Donc en particulier, je pense ici à l'emploi du fameux « tu ». C'est très rare que nous corrigions un paquet de copies dans lequel on n'a pas dans plusieurs copies le « tu ». Pour donner un exemple, donc voilà, interdiction d'utiliser le « tu », on remplace par « quelqu'un », par exemple, hein, ou, je ne sais pas, le lecteur, l'adolescent, enfin bon, on nomme. Pardon, Laurence, pour oui. le choix du pronom personnel, je crois que c'est « on » surtout qu'il faut utiliser, non? Alors, on peut utiliser le « on », oui, bien sûr. Mais là aussi, comme on est quand même dans une rédaction où ils ont à donner leur point de vue, ils peuvent utiliser la première personne du singulier. Hein, il n'y a pas de problème. Et le « on », ils peuvent utiliser aussi le « nous ». Hein. Mais là, véritablement, il y a l'expression d'un point de vue personnel. Donc, c'est un petit peu... ce qu'on leur dit, voilà, dans la rédaction, vous êtes autorisé à utiliser la première personne, mais pas du singulier ou pluriel, mais pas dans l'essai. Le choix du temps verbal, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui se perdent un peu dans le passé et qui, du coup, on oublie que le temps de base de ces écrits, eh bien, c'est le présent. Et surtout, ils utilisent beaucoup le plus que parfait. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils utilisent le plus que parfait à la place du passé composé, par exemple, hein, qu'ils peuvent parfaitement utiliser. Il ne s'agit pas d'utiliser le passé simple. Et ils ont tendance à utiliser le plus que parfait. Bon, ça, c'est un petit peu un détail. Et également, et ça rejoint aussi la question des arguments, qu'il raconte. Voilà, il raconte une histoire en quelque sorte et il n'argumente pas. Donc à la fin, tout ça, ça donne des points qu'on enlève ici, qu'on enlève là et ça donne une note qui peut être très,
très moyenne. Mais véritablement, ce qui fait la différence entre une bonne rédaction d'une rédaction moyenne, c'est la qualité des arguments avancés. Parce que c'est ce que vous disiez précédemment, en fait, très souvent, si les arguments sont bons, la structure aussi accompagne et que c'est un tout. Autre chose aussi que je n'ai pas mis, que je pourrais rajouter, pour certains candidats, la difficulté à comprendre ce qu'ils veulent dire à la première lecture. Il faut relire pour pouvoir comprendre véritablement ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est quand même, on n'a pas ça toutes les 2 copies, mais quand même, on a quand même des copies où on a beaucoup de mal à suivre le fil de leur pensée et à voir d'où ils partent et où ils veulent en arriver. Parce que souvent, justement, on est aussi dans la répétition, comme pour l'autre épreuve. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose sur la rédaction ? Non ? Alors, je poursuis et avec la dernière épreuve, donc l'essai, partie 2. Alors, l'essai. Donc, là aussi, j'ai pris des éléments que vous m'aviez donnés. Donc, il ne s'agit pas de résumer, de raconter, donc de résumer l'œuvre, ni dans l'introduction, ni dans le développement. Ce n'est pas ce que nous attendons. Il y a un sujet qui est formulé d'une façon, il faut le reformuler, il faut une problématique, et il ne s'agit pas de résumer l'œuvre. Une question de forme, mais voilà, on a parfois des candidats qui présentent l'introduction comme trois parties. Bon, ça, on peut leur demander de le faire quand on est en train de leur apprendre la méthodologie de l'introduction, mais ensuite, l'introduction ne constitue qu'un seul paragraphe. Ça, c'est une question formelle, mais quand même, ça montre un petit peu le degré de maîtrise de la méthodologie de l'essai. Donc, comme pour précédemment, on ne répond pas à la problématique dans l'introduction. Bon. On ne fait pas donc de référence à la conclusion dans l'introduction. Si je le mets et que j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que je l'ai constaté quand même dans pas mal de copies. Donc, ne pas noyer les arguments, les idées dans les citations. Donc ça, comme dans l'essai, on leur demande d'illustrer leurs arguments par des exemples qui peuvent donc être des citations. Il y en a certains qui en mettent beaucoup, qui mettent des citations qui sont très, très longues. Donc, à éviter. Ne pas employer la première personne du singulier. Alors là, effectivement. Et ne pas donner son avis. Parce que, alors, ne pas donner son avis, en fait, c'est la question ici, on est quand même dans une analyse littéraire et quand on est dans l'expression d'une opinion, on s'éloigne de l'analyse, souvent, et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de donner son avis, parce que c'est aussi leur laisser un petit peu penser qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur un texte. Or, non, on ne peut pas faire dire tout et n'importe quoi à une œuvre et à un texte. Donc, il vaut mieux leur dire de ne pas donner leur avis sur une question. D'ailleurs, les sujets d'essai n'invitent pas à donner son opinion sur une question, généralement. Ça, c'est plutôt réservé à la rédaction. Oui, alors je vois que certains ont levé la main. Donc, allez-y, prenez la parole. Alors, il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. D'entre vous. Ou alors, Laurence, oui. Excuse-moi, hein, ma caméra, elle ne marche pas. Oui. Et voilà, je n'ai pas mon ordi ici, du lycée. Écoute, moi, j'ai une question. Quand tu dis ne pas répondre, ne pas faire référence à la conclusion dans l'introduction, tu veux dire quoi? Parce que mes élèves, ils font toujours l'annonce du plan. Dans l'annonce du plan, si, non? Ou pas?
Non, dans En l'annonce, disant dans un premier temps ça, après ça, et finalement, non? alors, donc, dans un premier temps, dans un second temps, tout d'abord, ensuite, et ne disent pas dans l'introduction, et je conclurai, ou et j'apporterai, et nous apporterons une conclusion. Ok, ok. Dans l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est l'annonce des différentes parties du développement. Ok, c'est bon, merci. D'accord? Oui, vous pouvez prendre la parole. Je ne vois que mon écran. Donc, d'ailleurs, là, je vais arrêter de partager parce que... Je voulais demander si dans la rédaction, il est pertinent d'utiliser des expressions comme à mon avis, selon moi, d'après moi. C'est quand même, ouais, c'est un texte argumentatif personnel, la rédaction? Oui, tout à fait. D'accord, Oui, d'accord, oui. merci. Ils peuvent utiliser des expressions de l'opinion. Absolument. Je crois, je pense, d'après moi, etc. Oui, tout à fait. D'accord. Et Merci. pardon, j'ai une question sur les citations dans l'essai. Oui. Est-ce qu'il faut que ce soit obligatoirement des phrases complètes ou est-ce qu'ils peuvent prendre des expressions et qu'ils les intègrent dans leur explication, qui soient... Je vais le noter aussi parce que ça, c'est vrai que... Alors, nous avons des opinions qui divergent là-dessus. Donc, bon, je crois qu'on ne pénalise ni l'un ni l'autre. En fait, bon, le mieux, c'est une citation qui soit une citation, on dirait, complète, si vous voulez. Mais qu'ensuite, une expression qui serait comme un peu, qui résumerait bien, qui synthétiserait bien l'idée, on peut la mettre à l'intérieur d'une phrase, mais évidemment que ça peut pas être, je sais pas moi, par exemple, l'amitié, entre guillemets. Bon, ben ça, c'est pas une citation. Mais des expressions qui caractérisent bien un des personnages, par exemple, ben, ça peut être un groupe nominal entre guillemets. Mais bon, là, il faudrait peut-être en avoir plus d'un. Mais bon, vous savez qu'on demande minimum une citation. D'accord, merci. En fait, après, c'est vrai que là aussi, quand on est dans l'harmonisation, on en discute, de savoir... Personnellement, moi, je suis assez, enfin, même si je viens de dire que le mieux, c'est une phrase complète, voilà, je suis assez adepte des expressions un petit peu comme ça, synthétiques, qui permettent d'illustrer un certain nombre de thèmes. Mais bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas avoir comme ça un déterminant et un nom, entre guillemets, et ça fait une citation. C'est pas une citation. Oui? Dans la même ligne de ce que vous parliez, évidemment, non le prendre comme une citation, mais des mots comme par exemple proxénète pour la vie devant soi. Excusez-moi, j'ai très mal à la voix. Hein. Des mots comme proxénète pour la vie devant soi ou mondain pour M. Ibrahim, des choses comme ça. Ne serait-ce que pour enrichir un petit peu le discours. Est-ce que ça pourrait être un demi-chemin entre la citation et l'argumentation? Tout à fait, oui. Après, ce que je leur dis aussi, c'est que voilà, si vous choisissez des mots comme ça qui caractérisent certains personnages, essayez d'en utiliser, enfin, d'en avoir plus d'un du coup, hein, pour en mettre plus dans l'ensemble. Mais oui, c'est tout à fait, ça peut être une justification par un exemple. Merci. Je t'en prie. Donc là, moi, je ne vois plus de... Ah si, je vois des mains levées. Je ne sais pas si vous avez pris déjà la parole ou pas, du coup. Louise, oui, je crois précédemment. Rosanna aussi. Et je ne vois pas. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est par rapport à l'introduction dans l'essai. Bon, parfois aussi lors d'une séance du groupe de travail,
On parlait surtout sur l'essai croisé. Le fait de... Bon, c'est déjà un type d'essai un peu compliqué. Et parfois, on se disait, est-ce que dans l'introduction, le fait de citer les œuvres devient obligatoire? Ou est-ce que si on les met entre guillemets, ça compte pas? Parce que parfois, on hésite un peu. Et lors des essais voilà, croisés, donc ça, parfois, donc, voilà, mettre les 300 voire 360 mots dans l'essai, parfois ça devient difficile pour les élèves. Et l'introduction, donc avec l'amorce, même l'année de publication des œuvres, donc ça devient un peu parfois des introductions un peu trop longues. Est-ce qu'on pourrait s'en passer un peu? Personnellement, ça ne me choque pas qu'on ne le mette pas. Si après, dans le développement, à un moment, on cite l'un des textes et on cite ensuite l'autre, personnellement, ça ne me choque pas. Même si c'est vrai qu'on dit qu'il faudrait qu'on ait un certain nombre d'éléments pour... Mais c'est vrai que, bon, après, on voit bien que le candidat, il parle de quelles œuvres il parle et non, ça me choque pas. Après, voilà, ce qu'on a dit, ce que Vicenza a expliqué en début de séance, c'est que on se met d'accord après sur ce qu'on attend, mais bon, en tous les cas, on va pas pénaliser le candidat pour ça. Merci. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a... Laurence, moi je voudrais demander, je sais qu'on a posé la question à plusieurs reprises sur plusieurs groupes de travail, mais je la repose. Dans l'essai, quand on a un thème croisé et que on a demandé, on a bien conscience en préparant nos élèves que bon, il faut qu'ils aient, ça serait bien qu'ils arrivent à avoir un plan, que ce soit pas première partie un livre, deuxième partie le deuxième livre, et qu'ils arrivent à gérer ça de façon différente. On n'était pas trop d'accord sur, je ne sais plus quel groupe de travail, sur comment noter. Parce que si finalement, est-ce qu'il vraiment, parce qu'on disait, mais il ne peut pas y avoir on ne peut pas baisser la note à un élève qui a fait justement en partie 1 le premier livre, en partie 2 le deuxième livre. On ne peut pas lui baisser la note. Donc finalement, ils ont la même note, quoi. Alors, moi, je crois que c'est exactement ce que tu viens de dire, que nous, quand on les prépare à croiser, mais que si après, le jour de l'examen, moi, je leur dis toujours, écoutez, creusez-vous la tête et essayez quand même de trouver un plan où on voit que vous avez une idée que vous pouvez illustrer par chacune des œuvres et vous progressez comme ça et vous pouvez avoir 2 ou 3 idées que vous allez parallèlement étudier dans l'un et dans l'autre et vous allez bien comparer les deux œuvres. Mais c'est vrai qu'après, quand on corrige, on dit qu'on ne va pas pénaliser les candidats qui ont choisi de traiter une œuvre dans un paragraphe et l'autre œuvre dans l'autre paragraphe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, peut-être quand même dans la partie où on est sur la synthèse, etc., on va peut-être quand même enlever un petit quelque chose. Et c'est là que je trouve qu'il y a une prise de risque de la part du candidat qui fait l'effort Donc, peut-être qu'il va y avoir une petite différence, mais la pénalisation, elle va être minime. Parce qu'on aura quand même bien la bonne connaissance des œuvres. C'est donc le premier critère avec 1,5 point. Mais c'est vrai que dans la partie plutôt de synthèse, on va peut-être les pénaliser, on va les pénaliser un petit peu, à moins que ce soit vraiment très, très bien et qu'il ait dit tout ce qu'il y a à dire. Après, là, on est en train de parler un petit peu dans l'absolu, on n'a pas d'exemple. Donc. Mais bon, on n'a jamais pénalisé le jour de l'examen pour ça, même si c'est vrai qu'on devrait le faire. Oui, en fait, moi... Pardon. Non, c'est bon, c'est bon. J'attends. Je disais que moi, en tant que correcteur, je n'ai jamais pénalisé les élèves qui
qui consacre, je dirais, une œuvre à chaque paragraphe. Par contre, c'est à l'inverse. Si jamais ils croisent les deux œuvres, là, on essaye d'être beaucoup plus bienveillant, je dirais. Mais on ne pénalise pas les autres. Donc voilà, non, c'est Oui, ça? c'est tout à fait ça. Oui, D'accord. exactement, oui. Moi, je voudrais poser une autre question, si c'est possible. Bien C'est sûr. pour parler de la longueur. Pour parler de maximum de mots pour laisser, c'est 300 mots, c'est ça? Oui. Et est-ce que c'est permis de 320, 310? Est-ce qu'il y a un C'est petit toujours peu plus de... ou moins, c'était plus ou moins 20%, non, c'est ça? Oui. Ok, Donc, d'accord. alors après, bon, moi, je vous avouerai que je ne suis pas à 2 mots près, quoi. C'est-à-dire que, et ce matin, justement, il en était question par rapport aux épreuves d'histoire, parce que dans les épreuves d'histoire, il y avait avant, il y avait vraiment un nombre de mots, s'ils faisaient le double, on leur mettait même 0. Enfin bon, nous, on n'a jamais fait ça. Franchement, moi, je n'ai pas corrigé souvent des copies très, 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 très longues, hein. Et bon, si je me dis que moi, s'il y a 7 mots de plus, ou une phrase de plus, 10 mots de plus, une ligne de plus, et que tout est bien, bah, ma foi, moi, je suis pas très, très regardante là-dessus. Mais bon, normalement, oui, c'est 360. Donc, on devrait considérer qu'à partir de 361, on leur enlève ce 0,1 qu'ils ont dans ça. Mais bon, après, il faut se remettre aussi à compter les mots parce que, bon, comme eux, ils écrivent à la fin de leur devoir, mais qu'ils ont aussi une façon approximative de compter les mots. Et il y en a certains qui ne savent pas non plus compter les mots. C'est pas toujours si clair que ça. Mais oui, normalement, c'est plus ou moins 20%. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et pardon, Laurence, justement en parlant du compte de mots, mon collègue d'histoire et moi, on n'est pas très d'accord. D'accord. Moi, je considère que les mots avec une apostrophe, c'est un mot. Par exemple, C ou G. Et je voudrais savoir si c'est ça ou si je me trompe. C'est ça. C'est ça. En fait, voilà. Si on tape le texte à l'ordinateur, si on a un espace, alors on a un autre mot si tu veux. Mais donc le L apostrophe, il n'y a pas d'espace. L apostrophe R, c'est un mot. C'est-à-dire, c'est un mot. Parce que c'est des tirets, il n'y a pas d'espace. Voilà, c'est ça. Voilà, on applique la même règle que pour le DELF. Ouais. Ok, super. Voilà. Moi aussi, j'avais une question, si possible, parce que je dois partir. Je t'entends pas bien, Hélène. Tu m'entends pas bien? Ça y est, vas-y. Je suis avec mon téléphone, je suis pas avec l'ordinateur. Alors, pour la longueur de mots, moi, ça m'est arrivé de corriger des essais où il y avait carrément 500 mots. Donc là, c'est pareil. Il y a une différence entre 370 mots et 500 mots. Donc là, il faudrait quand même qu'on se mette d'accord parce que c'est pas la même chose. Un essai, il y a quand même la difficulté d'être synthétique. Tout à fait. Et d'arriver à synthétiser en moins de 400 mots, en 360 mots. Pour moi, c'est plus facile de rédiger un essai de 500 mots, forcément, pour le développement, etc. Donc, il faudrait aussi qu'on se mette d'accord peut-être par rapport à ça. En fait, on se met d'accord après quand on est en séance d'harmonisation, parce que ça, ce sont quand même des copies, ce qu'on appelle les copies quand même atypiques. Parce que ça n'arrive pas... ça dépend des années, en fait. Hein. Il y a des années où, des fois, on peut avoir... C'est souvent des élèves... souvent, c'est des élèves... souvent à suivre, en fait. Hein. On a des fois... alors voilà, quand c'est pas beaucoup plus de mots, c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand on arrive à 500 mots, c'est plus le même exercice, quoi.
Eh bien, non. Peut-être pas mettre 0 en histoire, ça me semble excessif, mais il faudrait quand même... Parce qu'en général, le problème aussi, c'est que c'est rare qu'il fasse 500 mots et que ce soit très, très bien écrit. Bon, déjà Possible pour ce... aussi, mais Oui. du coup, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Et une autre chose que j'avais, c'était par rapport avant, la personne qui a demandé par rapport au nom des livres ou la date de publication, etc., surtout si c'est un essai qui parle des 2 œuvres. Moi, j'avais dit à mes élèves, mais je ne sais pas si vous faites la même chose, c'est qu'ils devaient au moins citer une fois complètement le nom des livres. Après, c'est vrai que répéter beaucoup de fois, c'est peut-être un problème, mais au moins le citer une fois et que dans tous les cas, nous, quand on comptait les mots, on comptait qu'une seule fois l'œuvre, Oui, le nom c'est du ça. livre cité. Oui, C'est bien ça? oui, c'est cela. D'accord. Mais oui, c'est vrai, de citer au moins une fois chaque œuvre, dans le titre intégral, souligné. Et bon, là, c'est pareil, hein, je dis souligné, mais on ne pénalise pas s'il ne souligne pas. Mais bon, moi, je pense qu'il y a une chose, c'est toute la préparation, l'exigence qu'on va avoir lors de la préparation. Et après, c'est l'examen où, bon, on est bienveillant. Donc, oui, et on ne le comptait qu'une seule fois, effectivement. On ne le comptait qu'une seule fois. Alors après, pour revenir à la question de la longueur, je crois que ce qu'on faisait, c'est qu'on disait que, voilà, on prend chaque critère et en fait, on pénalise dans chaque critère. Donc, ils finissent par quand même être pas mal pénalisés. Je sais pas, je me souviens pas d'avoir dit, parce que j'ai entendu ça en histoire, mais nous, je me souviens pas qu'on l'ait dit, de dire, ben voilà, on s'arrête de lire à 360 mots. Vous voyez? Ça fait 500 mots, on s'arrête à 360. Donc, du coup, là aussi, ils sont sacrément pénalisés. Donc, là, je sais pas, en fait, si on faisait les deux façons, si on arrivait à une note à peu près similaire, je pense que oui. Mais c'est une question de se mettre d'accord. En tous les cas, d'accord dans chaque endroit, quoi. oui, oui, c'est ça. Oui. C'est dans chaque endroit. Donc Dans chaque endroit qu'on le dise. En tous les cas, nous, dans la préparation, c'est vraiment leur dire, écoutez, ça sera l'un ou l'autre. Enfin, en tous les cas, vous allez être vraiment pénalisé si vous rédigez un essai en 500 mots. Parce que là, oui, il ne joue pas le jeu. Là, il n'y a pas de prise de risque pour le coup. Hein. Donc, non, il y a une norme, il faut que tout le monde la suive et qu'on ne soit pas... Et donc, effectivement, passer la consigne, c'est vrai qu'on ne l'a jamais dit véritablement quand on passe les consignes pour la correction, mais ça, c'est à noter aussi. La question de la longueur. Moi, je trouve que cette question de la longueur, là, elle nous occupe toujours beaucoup de temps et ça m'exaspère aussi de voir les élèves en train de compter des mots. C'est pareil, c'est pas très grave pour 10, on est bien d'accord que pour 10-20 mots, c'est pas grave, mais c'est vrai que quand il y a 100 mots de différence, là, c'est possible. Oui, 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 ça fait la différence. Bon, moi, je dois dire que j'ai pas beaucoup corrigé de copies aussi longues. Mais bon, voilà, peut-être que si. Toi, tu vois, tu me dis que tu as eu des paquets, parfois, où il y avait plusieurs copies comme ça. Donc, c'est qu'en les préparant, on n'a pas assez insisté là-dessus. D'accord, merci. Voilà, merci Hélène. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens parmi vous qui souhaitent